Bienvenue dans votre émission de décryptage de l'actualité, les décodeurs atlantiques. Que se passe-t-il ? 2015 s'apprête à être la pire année en termes de défaillance d'entreprises depuis 6 ans. Elles seront 15% de plus cette année par rapport à 2014. On parle de 5800 défaillances d'entreprises cette année. Que faire pour stopper les défaillances d'entreprises ? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Et nous sommes avec Amine Diouri aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque. Ismail Septi, bonjour. Bonjour André. Entrepreneur digital expert. Deuxième sujet, messieurs, que vous décrypterez à partir de 9h45. C'est l'ascenseur social au Maroc. Est-ce que ça fonctionne ? 10,1% de chômage, c'est le dernier chiffre. 160 000 destructions d'emplois en 3 mois. Et Abdeslam Siddiqui, le ministre de l'Emploi, qui vient d'annoncer le lancement d'une formation pour plus de 25 000 diplômés chômeurs. Ça fait rire certains. Ces formations débuteront en janvier 2016. Ça fait rire certains. Pourquoi ? Parce que 250 000 jeunes quittent les bancs de l'école chaque année au Maroc. 55 77 par SMS. 6 dirhams TTC pour réagir, poser vos questions. Ou bien la page Facebook, les décodeurs atlantiques. C'est parti. On parle de défaillance d'entreprise. On parle de PME ce matin. Elles sont importantes. Elles composent l'essentiel du capital économique du pays. Amine Diouri, c'est très inquiétant. 5800 défaillances d'entreprises. Vous le dites, chez Inforisque, Euler Hermès vient de sortir son étude. C'est grosso modo le même chiffre, 5800 également. Ça devient de plus en plus inquiétant pour le Maroc. Alors effectivement, nos chiffres sont très proches de ceux qui ont été publiés. Oui, c'est un peu inquiétant puisqu'on est toujours sur le même trend depuis presque 6 ans, c'est-à-dire une hausse moyenne de 15% par an. Cette année encore, on est en légère hausse en pourcentage annuel, c'est-à-dire qu'on est à plus 18% par rapport à l'année dernière. D'accord. Chez vous, chez Inforisque, c'est plus 18%. Oui, exactement. D'accord. À l'heure actuelle, au 31 octobre. Mmh. Donc voilà, le trend se poursuit. À titre informatif, je dirais qu'aujourd'hui, les activités les plus touchées, évidemment les plus classiques, c'est-à-dire la promotion immobilière, le BTP, le commerce de gros, le transport de marchandises. Voilà. Bon, rappelez les raisons peut-être de ces défaillances d'entreprises, mais on les connaît, c'est notamment le délai de paiement, entre autres. Il y a énormément de ces entreprises qui meurent en bonne santé. C'est malheureux, c'est des entreprises qui font des bénéfices, mais qui malheureusement se retrouvent en cessation de paiement parce qu'elles n'ont plus un dirham en banque, qu'elles ont éventuellement tiré sur la ligne de crédit jusqu'au maximum, et puis au bout d'un moment, la banque elle dit stop parce que elle peut plus continuer à prendre le risque avec l'entreprise. Certaines banques ne jouent pas le jeu non plus, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Et je pense que beaucoup d'entreprises meurent en bonne santé parce que la trésorerie sont en souffrance, parce que les délais de paiement sont extrêmement longs, parce que on manque de visibilité. Certaines entreprises on ne sait pas quand on va être payé, donc c'est très très difficile de faire de la prospective, c'est très difficile de prévoir sa croissance quand vous ne savez pas de quoi va être fait votre carnet de commandes, vous le connaissez, mais par contre votre carnet de paiement, celui-là, c'est celui sur lequel il y a énormément d'inconnus, ce qui pose problème beaucoup à énormément d'entreprises aujourd'hui. Tiens, vous avez dit les banques, c'est pas le sujet. Les banques, c'est pas le sujet, Amine Diouri, sur cette question des défaillances d'entreprises ? C'est une partie du sujet, mais effectivement, je suis d'accord avec mon collègue. C'est pas le sujet principal. Les délais de paiement sont le sujet principal. Pour une raison très simple, et je citerai un chiffre qui a été publié en France. 25% des faillites sont expliquées par des retards de paiement en France. Sachant qu'en France, les retards de paiement, le délai moyen de retard de paiement est à peine de 13 jours. Ouais. Alors, vous voyez la différence avec le Maroc, sachant qu'ici on est déjà à 7 mois de délai de paiement. Et rajoute un autre chiffre qui est important, c'est que la probabilité de défaillance est multipliée par 6 dès qu'on dépasse 30 jours. Donc voilà, clairement c'est le facteur le plus important. Maintenant, il y en a d'autres. Effectivement, on est dans une conjoncture qui est assez tendue, donc un contexte macro assez tendu. Nos partenaires internationaux qui sont pas dans une situation magnifique. Oui. Il y a un resserrement au niveau des dépenses de l'État, notamment avec la question de la compensation. Au niveau des banques, effectivement, il y a un resserrement des crédits distribués. La hausse du chômage, donc tout ça fait ça joue au niveau de la demande des entreprises. Mais est-ce que les banques, elles pourraient davantage jouer le jeu ? Parce que c'est vrai, depuis 2 ans, 3 ans, on les voit, ces banques aller sur les PME, davantage sur les PME, communiquer davantage sur les PME. Elles peuvent attirer plus, les banques ? En fait, les banques... Pardon. Allez-y. En fait, aujourd'hui, les banques ont des produits financiers qu'elles vont adresser à leurs clients. Une grosse partie du secteur économique marocain est un secteur tertiaire qui, lui, n'est pas aujourd'hui adressé, qui n'est pas bien adressé par les banques aujourd'hui parce qu'il n'y a pas
grosso modo de produits de crédit qui sont adressés au secteur tertiaire, puisque les banques financent des investissements de type industriel. Il y a besoin d'avoir quelque chose, un collatéral en face. Ils vont vous financer un terrain, ils vont financer une machine, ils vont vous financer, mais vous financez des ressources humaines, financer du besoin de fonds de roulement, c'est quelque chose qu'ils vont faire moyennant des cautions en face. Donc si vous avez une caution, si vous avez des garanties en face, si vous êtes si la banque est assurée d'être derrière, oui, ils vont vous suivre, mais aujourd'hui pour une TPE ou pour une PME, c'est quasiment impossible. Nous, on est une entreprise qui avons 6 ans aujourd'hui, j'ai pas une seule ligne de crédit à la banque. Voilà, la seule ligne de crédit que j'ai eue sur la vie de mon entreprise, c'est le crédit de ma voiture. Faut assouplir les conditions de fonds de roulement à Minduri pour les banques. Oui, idéalement, ce serait bien d'assouplir les conditions d'octroi. Aujourd'hui, clairement, les banques, les entreprises en ont besoin. Il suffit de voir l'allongement des délais de paiement. Donc aujourd'hui, il faut financer l'augmentation du BFR. Et évidemment, la banque a ce rôle à jouer. Et malheureusement, elle le joue timidement. Je citerai les statistiques de Banque du Maroc qui montrent que l'évolution des encours de crédit évolue très faiblement. Banque Al Maghrib pourrait intervenir sur cette question-là, ou ce n'est pas totalement son rôle, préfère rester en retrait sur cette question des fonds de roulement, d'octroi des fonds de roulement? C'est pas son rôle c'est le rôle des banques de participer au financement de l'économie. Banque du Maroc est là en tant que régulateur. C'est tout. Il fixe des règles précises. Avec des règles, justement, on imagine un coup de fil sur peut-être essayer de faciliter l'accès au crédit pour les entreprises. Alors, il pourrait le faire, mais alors dans ce cas, ce serait via la politique monétaire. Assouplir les taux d'intérêt aujourd'hui qui sont en vigueur et permettre ainsi aux banques de distribuer des taux moins chers aux entreprises. La situation, elle peut être rattrapable sur ces différentes entreprises aujourd'hui? Bien sûr qu'elles peuvent être rattrapables. Le premier sujet, c'est évidemment le délai de paiement. Une loi, il y a des amendements qui sont en cours en ce moment par rapport à cette loi qui va rendre cette loi applicable aux entreprises publiques. On espère une homogénéisation des pénalités de retard qui sont appliquées aujourd'hui aux entreprises publiques. Si jamais ça se fait, évidemment, ça aura un impact très positif sur la trésorerie des TPE-PME qui, notamment, travaillent en grande majorité avec ces entreprises publiques. Ismaël Sati. Vous avez tout à fait raison de pointer le rôle de l'État comme en tant que client. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État en tant que client n'est pas réputé pour être le meilleur des payeurs, ce qui est, je trouve, assez dommageable. Parce que si l'État qui est un des plus gros donneurs d'ordre, si ce n'est le plus gros donneur d'ordre, payait vite, ça permettrait de faire tourner plus d'argent dans l'économie et permettre aux entreprises de payer plus facilement. Donc ça, c'est le premier élément. On a parlé de délai de paiement. Il y a un autre sujet qu'il faut pas oublier, c'est la fiscalité des entreprises. Aujourd'hui, tous mes plus gros chèques que je fais chaque mois sont ceux que j'envoie à l'État, à la CNSS, à la TVA, à l'IS, à l'IR. C'est aujourd'hui la fiscalité pour l'entreprise est lourde, et c'est vrai que on a beaucoup de mal à obtenir des réformes de la fiscalité, puisqu'il y a une forme de conservatisme fiscal sur ce volet-là. Et quand on voit la difficulté qu'on a à obtenir un IS progressif et à quel point il y a de la résistance sur ce sujet-là, c'est vrai qu'aujourd'hui on cracherait pas, nous les entrepreneurs ne cracheraient pas sur une réforme fiscale qui permettrait d'alléger un petit peu la pression. Parce que je vous cache pas que c'est un petit peu compliqué. Et sur la fiscalité, justement, Amine Duri, est-ce qu'il y a du mieux un petit peu dans ce projet de loi de finances 2016 pour les entreprises? Alors effectivement, j'ai lu qu'il y avait une proposition du groupe majoritaire de rajouter des tranches supplémentaires au niveau de l'IS progressif. Donc ça peut être un élément très très favorable s'il est adopté par le Parlement. C'est-à-dire que le gouvernement va proposer des tranches intermédiaires pour les bénéfices imposables entre 300 000 et 1 million. Aujourd'hui, on rajoute une tranche supplémentaire dans cette fourchette. Et idem entre 1 million et 2,5 millions. Donc évidemment, cette progressivité est intéressante pour la PME. Ça permet de soulager. Qu'est-ce qui peut être fait d'autre justement pour soulager ces PME? Alors, moi je dirais qu'il y a des éléments très concrets, opérationnels à mettre en place immédiatement. Au niveau des process de sélection des clients et des fournisseurs, aujourd'hui, je rappelle le chiffre d'Altares, 25% des faillites à cause de retard de paiement. Donc, ça signifie que si on sélectionne bien en amont ces clients fournisseurs, on réduit ce risque. Aujourd'hui, clairement, il y a des spécialistes du renseignement commercial comme Inforis qui proposent ce type d'outils de scoring, d'information financière et qui permet justement de sceller ce point.
L'autre idée, c'est aussi de travailler sur le process de recouvrement des entreprises. Alors évidemment, il y a des outils aujourd'hui qui sont très bons pour aider l'entreprise à recouvrer plus facilement et à sélectionner les entreprises qu'elles doivent suivre. Vous nous disiez tout à l'heure, avant d'entrer en studio, Amine Dury, que le Maroc reste une exception dans ces défaillances d'entreprise parce que globalement dans le monde, ça va mieux. Il y a de moins en moins de défaillances d'entreprise. Au Maroc, au contraire, ça s'aggrave depuis 6 ans. On parle de la pire année pour cette année 2015. Ouais. Nous dresser peut-être un tableau global au niveau mondial. Ça va mieux depuis aussi 6 ans. Alors, par rapport à l'étude qui a été réalisée par l'RMS, alors clairement, on est dans un process qui est dans l'amélioration en termes de baisse des défaillances d'entreprises dans le monde, donc et notamment dans les entreprises en croissance. Le Maroc, paradoxalement, est dans une phase contraire, c'est-à-dire que nous sommes dans une phase où on voit une accélération du nombre de défaillances d'entreprises. Je citerai un chiffre sur lequel nous avons travaillé récemment. Nous avions mis en corrélation les taux de croissance du PIB avec le nombre de défaillances d'entreprises et on s'était rendu compte qu'il fallait atteindre un taux de croissance compris entre 5 et 5,5% pour commencer à voir un infléchissement des défaillances d'entreprises. Au Maroc. Au Maroc. Bienvenue à tous sur Atlantique Radio, si vous nous rejoignez, c'est les Décodeurs Atlantique, votre émission de décryptage de l'actualité. Nous sommes avec Smaïl Sebti, entrepreneur, digital expert. Rebonjour Smaïl Sebti. Rebonjour Landry et aux auditeurs. Et Amine Dury, rebonjour. Rebonjour Landry. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. On termine de parler des défaillances d'entreprise. 5800 défaillances d'entreprise logiquement pour cette année, c'est ce qui est prévu par Inforisque. Vous évoquez la baisse des chiffres d'affaires des TPE, PME entre 2011 et 2013. Ça aussi, c'est une des raisons qui explique aujourd'hui que les défaillances d'entreprise sont de plus en plus nombreuses. Oui, effectivement, ça peut être un facteur explicatif. On a réalisé cette année une étude justement sur l'évolution des chiffres d'affaires des TPE-PME et on a constaté que la baisse était de près de 17% entre 2011 et 2013 et entre 2012 et 2013, il y a eu une baisse quand même de près de 8%. Donc les raisons de cette baisse de chiffre d'affaires, les raisons sont multiples. Déjà la concurrence de l'informel, c'est quelque chose qui peut vraiment expliquer cette baisse. Évidemment la demande à tonnes liée à la conjoncture macroéconomique. Et puis le troisième point, c'est lié à la compétitivité. Donc j'ai parlé de la compétitivité des prix de ces entreprises, qui n'est pas exceptionnelle non plus. Donc il faut qu'elle travaille là-dessus justement, compétitivité des prix. Oui, effectivement, compétitivité est importante pour vendre un produit. L'informel, la concurrence de l'informel. On voit le statut d'auto-entrepreneur qui commence à se développer, lancé il y a un peu plus d'un mois maintenant. C'est pas ce qui va rassurer les PME, au contraire, Smaïl Sebti? Ah non, moi je trouve le statut d'auto-entrepreneur, de l'auto-entrepreneur, c'est plutôt une bonne chose. Moi, tout ce qui va dans le sens de faire rentrer des gens dans un système économique structuré, organisé, qui paye des impôts, même s'ils en payent pas beaucoup, et c'est tant mieux, ça encourage une activité économique structurée, organisée. Moi, je dis bravo et j'applaudis haut et fort. Non, c'est pas ça. C'est aujourd'hui, vous avez encore beaucoup de gens qui font du blague. Vous avez encore beaucoup de gens on est en concurrence. Alors pas forcément beaucoup dans mon secteur, même si c'est encore le cas un petit peu. Vous avez des gens qui vont pas payer d'impôts. Tout simplement. Donc quand je vous dis qu'aujourd'hui mes plus gros chèques je les paye, je les envoie à l'État, ben voilà, la question elle est très simple. Je suis en concurrence avec des gens qui payent pas leurs charges, donc c'est très compliqué. Pas dans mon secteur. Je vous dis, on est quelque chose sur un secteur qui est plutôt régulé, où les gens sont plutôt clean, mais dans l'industrie, dans le commerce, oui, c'est tout à fait le cas. Amine Dury, vous nous disiez tout à l'heure qu'il faut au moins un taux de croissance de 4,5%, 5% pour, entre guillemets, stopper ces défaillances d'entreprise, les limiter. C'est pour quand, du coup, la reprise, j'ai envie de dire? Pas tout de suite, dans 2 ans, 3 ans? Alors, je suis pas macroéconomiste, donc j'aurais du mal à répondre à cette question. Ouais. Bon, pour l'instant, la conjoncture fait que l'année prochaine, le taux de croissance sera limité entre 3 et 4%. Et encore, il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas, comme la pluviométrie, par exemple, pour le secteur primaire.
Mais à moyen terme, j'ai aucune visibilité par rapport à l'évolution du PIB marocain. En tout cas, pour 2016, on est reparti pour une année encore difficile pour les entreprises. En théorie, oui. En théorie, oui. Merci. Et puis, c'est pas une loi de finances de relance que l'on a cette année. Ouais. Voilà, on a une loi de finances qui est plutôt conservatrice et qui a vocation surtout à réduire les dépenses de l'État, à s'assurer qu'on va rester dans les clous d'un point de vue budgétaire. Et c'est pas un plan de relance, donc c'est pas ça qui va encourager la croissance. On va parler dans un instant de l'ascenseur social au Maroc. Est-ce que ça fonctionne? 10,1% de taux de chômage, je vous le rappelle, c'est le chiffre qui est tombé au début de ce mois. 160 000 destructions d'emplois ces 3 derniers mois. Et puis Abdeslam Sedeki, le ministre de l'Emploi, qui veut former, tenez-vous bien, des diplômés chômeurs. Ils vont être reformés pour être peut-être ramenés vers un marché de l'emploi. Ça débutera dès 2016, des formations au secours d'une éducation défaillante. On le rappelle, ce chiffre, 250 000 jeunes quittent les bancs de l'école chaque année. Mais avant de parler de ce sujet, votre séance, messieurs, la séance coup de gueule, coup de cœur, Smaïl Septi, qu'est-ce que vous nous avez choisi aujourd'hui? Un coup de gueule. Je suis très 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 triste pour mes amis libanais parce que j'ai vécu avec des Libanais quand je vivais à l'étranger. J'ai des très très bons amis libanais et je sais à quel point c'est un peuple qui est meurtri. C'est un peuple qui est enfermé entre un certain nombre de puissances, qui ne font que passer par là, et c'est un peuple qui n'aspire qu'à une chose, c'est à la paix et à vivre en vivre comme tout le monde. Et aujourd'hui, ils ont encore été frappés dans leur chair, et je suis très très triste pour eux. Et sous pression de l'immigration, il y a plus d'immigrés au Liban que de Libanais, tout simplement. Ouais. Amine Diori, coup de gueule, coup de cœur? Alors moi, coup de cœur. Le fait que la pénalisation de la fraude fiscale passe à la trappe. Oui. Donc autant je comprenais l'objectif de notre ministre de l'économie de vouloir lutter contre la fraude fiscale qui est effectivement un élément important par rapport aux ressources de l'État. Maintenant, 5 ans de prison prévus, c'était quand même un peu violent. Et malgré tout, on conserve les sanctions pécuniaires qui ont été prévues dans le projet de loi initial. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le deuxième coup de cœur, c'est aussi le fait qu'on ait rajouté 2 tranches au niveau de l'IS progressif. Ce qui va être un net avantage un avantage fiscal pour les PME. Donc ça va un peu mieux respirer l'année prochaine. Ça va un peu mieux respirer. Smaïl Septi, vous voulez réagir? Ouais, je rejoins les coups de cœur évoqués à l'instant. La pénalisation de la fraude fiscale associée à 10 ans de délai de prescription, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête de n'importe quel entrepreneur. Et je compte pas le nombre de statuts que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux de personnes qui disent on veut tuer l'entrepreneuriat dans ce pays. Je salue cette mesure qui permet juste aux entrepreneurs d'entreprendre sans... Déjà, ils prennent des risques financiers, ils prennent des risques économiques sur leur famille, etc. Si en plus ils risquent la prison, alors je trouve que c'est plutôt une bonne décision. 9h46 sur Atlantique Radio, notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. Avec cette question, l'ascenseur social fonctionne-t-il au Maroc? D'abord, je voulais avoir vos avis, messieurs. Oui, non, Miliori? Ça fonctionne pas? Il peut mieux faire. Peut mieux faire, Smaïl? Je pense qu'il est bloqué vers le haut et vers le bas. Vers le haut et vers le bas. Bon, commencez par vous, allez. Vers le haut et vers le bas, qu'est-ce que vous entendez par là? Il y a très peu de personnes qui accèdent des classes les plus populaires vers des classes économiques plus aisées, vers la classe moyenne, et c'est quelque chose qui ne fonctionne, je pense, qui ne fonctionne pas assez. Alors ça fonctionne un peu, mais pas assez. On aura peut-être quelques chiffres dans le courant de l'émission, mais aussi dans l'autre sens. Aujourd'hui, pour pouvoir redistribuer des richesses, il y a besoin que de l'argent soit redistribué et qu'il y ait forcément de l'argent qui redescend. Donc un ascenseur qui fonctionne dans les deux sens. Et aujourd'hui, il ne fonctionne dans aucun des deux sens. Amine Diori. Alors c'est vrai que les chiffres publiés par le HCP en 2013 sur les inégalités sociales vont dans le sens de mon collègue. Quelques chiffres pour appuyer ça. La distinction homme-femme, par exemple, les hommes ont 3 fois plus de chances de mobilité sociale ascendante. Un rural a beaucoup moins de chances, a 3 fois moins de chances qu'un urbain de mobilité sociale. Un pauvre, alors une personne issue de la classe défavorisée a seulement, d'après cette étude, 2% de chance de devenir, d'accéder à la classe cadre ou chef d'entreprise. 2% de chance 2%, seulement. Ouais. Donc effectivement, ces chiffres semblent appuyer les dires de mon collègue. Maintenant, pourquoi je reste positif malgré tout? On est quand même une économie qui est émergente. Il y a un énorme potentiel au niveau économique.
Et je pense que sincèrement, il y a de la place encore pour les jeunes issus des classes défavorisées pour accéder à cette classe moyenne. Et d'ailleurs, c'est absolument nécessaire que cette classe défavorisée accède à cette classe moyenne, sans quoi il n'y aura pas de croissance durable de l'économie marocaine. Et puis on sait qu'il y a une démographie importante au Maroc, démographie souvent économie, ça fait la paire. Malheureusement aujourd'hui on a un système éducatif qui est défaillant, alors on essaie de le restructurer, mais on a des chiffres importants de jeunes qui quittent l'école, qui vont être des futurs chômeurs, qui vont être sur le marché de l'informel. 250 000 personnes jeunes de moins de 18 ans chaque année qui quittent les bancs de l'école, on parle de même 300 000 parfois. Ce sont des chiffres importants qui dans les années vont s'accumuler de plus en plus. Il y a 3 millions de Marocains qui ont entre 20 et 25 ans. Ce chiffre-là, ça vous donne 10% de la population. Voilà, c'est 10% de la population qui arrive sur le marché du travail. En ce moment, nous ne créons pas assez d'emplois. On a beau essayer, nous ne créons pas assez d'emplois pour accueillir tous ces personnes qui sont pas tous formées. Et quand on voit que même les gens qui sont formés ont du mal à trouver des emplois, 10% de chômage, ça fait beaucoup. Et effectivement, je pense qu'il y a un vrai enjeu à la création d'emplois dans notre pays et de créer un journal créé. On parlait de bombe sociale. Effectivement, c'est ce qu'on a devant nous aujourd'hui. C'est si on trouve pas d'emploi à ces personnes-là, on risque d'avoir des répétitions de ce qui se passe à Tanger en ce moment. Oui, certains parlent de bombes à retardement parfois pour le Maroc. On parle de 47% de jeunes aujourd'hui entre 15 et 24 ans, chiffre du HCP, en zone urbaine, qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail, qui ont quitté les bancs de l'école. Abdeslam Sedeki, le ministre de l'Emploi, a annoncé cette semaine le lancement d'une formation pour plus de 25 000 diplômés chômeurs. Ces formations qui vont débuter dès janvier 2016. Des formations au secours d'une éducation défaillante. C'est une solution justement pour essayer de faire fonctionner cet ascenseur social, Amine Diouri ? Oui, c'est une solution. Aujourd'hui, le Maroc a lancé beaucoup de programmes par rapport à des secteurs prioritaires. Il est important qu'on forme beaucoup de jeunes par rapport aux secteurs comme l'aéronautique, comme par rapport à l'automobile. On va accueillir bientôt Peugeot. On est en train de former à Kenitra, par exemple, des jeunes pour qu'ils soient, des personnes pour qu'elles soient prêtes à prendre le relais au sein de ces usines. Donc oui, ça peut être intéressant ce type de formation professionnelle, spécialisée et qui répond à un besoin précis. Et on attend toujours ce projet de loi sur la formation professionnelle. Justement, en tout cas, il faut aller sur les métiers mondiaux. Il faut vraiment élargir au maximum la masse, j'ai envie de dire, et le potentiel économique de ces secteurs métiers mondiaux pour pouvoir faire fonctionner l'ascenseur social. Alors, c'est un des moyens de réussir. Et quand aujourd'hui on lance ce programme-là qui implique les entreprises, la CGM est partie prenante de ce programme, c'est un vrai plus et c'est quelque chose qui est nécessaire parce que ça va permettre de prendre des personnes qui sont immédiatement employables et immédiatement efficaces. Et ça, c'est un vrai besoin des entreprises d'avoir des gens qui sont immédiatement disponibles et opérationnels. L'éducation est un chantier on n'arrête pas de le dire prioritaire et malheureusement aujourd'hui, je vois bien qu'il y a des essais, mais bon, on commence une vraie réforme, mais on la commence à peine. Ouais, malheureusement, les réformes sont pas durables et ça prend du temps parce que on éduque une génération sur 25 ans, sur 10-15 ans, et quand aujourd'hui je vois que le chiffre que vous avez évoqué tout à l'heure, il y a un élément qui est un peu flippant, excusez-moi le terme, c'est quand vous dites les 15-24 ans. Je comprends pas pourquoi on commence à 15 ans et pas à 18 ans. Ça, c'est la fameuse question qu'on pose à chaque fois au HCP. Mais effectivement, pourquoi commencer à 15 ans? À 15 ans, les gens devraient être encore au lycée. Bien sûr. Voilà, c'est juste aussi simple que ça. Les gens devraient être à 15 justement, ans au lycée. C'est en lien avec ce chiffre, 250 000 jeunes qui, à partir de 15 ans, quittent les bancs de l'école. À 15 ans, ils devraient être au lycée, dans une formation professionnelle, s'ils ne sont pas en mesure d'aller suivre une formation généraliste. Voilà, aujourd'hui on a besoin de gens qui ont des formations professionnelles. On parlait de l'aéronautique, à l'automobile, il y a énormément de besoins de formation professionnelle pour pouvoir l'hôtellerie, c'est considérable le nombre de besoins de personnes formées.
Le tourisme également, avec des centres d'excellence qui vont voir le jour dès l'année prochaine. La formation, il faut mettre le paquet dessus. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de visibilité. C'est vrai que le FEPT commence un petit peu à améliorer son job, à s'étendre davantage, mais ça reste encore timide à Mindiouri. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler justement, comme dit Smaïl Septi, sur le fait de maintenir ces jeunes dans le cadre scolaire. C'est absolument prioritaire. Et j'insisterai effectivement, l'école, c'est le cœur même de l'ascension sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une école à deux vitesses. Il y a l'école des riches, c'est-à-dire l'école payante, et puis il y a l'école publique, l'école des pauvres, qui n'est pas au niveau de ce qu'on attend d'une école publique. Ça, évidemment, c'est un problème important, parce que c'est clairement, et je citerai Bourdieu, l'école aujourd'hui, c'est un lieu de reproduction des élites. Voilà, tout est dit. L'ascenseur social est complètement bloqué à ce niveau-là. Et on rappelle, 47% de professeurs absents chaque jour au collège, au lycée, au Maroc. C'est vrai que l'école, c'est une des priorités. Il faut inculquer aussi beaucoup de notions, peut-être d'entrepreneuriat dans les écoles aujourd'hui, Smaïl Septi, mais est-ce que ça reste possible? Oui, c'est possible. Il y a des organisations qui essayent de faire ça, notamment Injaz Marley par exemple, qui essaye de faire ça pour aller parler d'entrepreneuriat dans les écoles, donner la fibre entrepreneuriale aux lycéens, aux étudiants. C'est bien, c'est très bien, parce que c'est l'entreprise qui crée l'emploi, et donc je pense que c'est une bonne chose. Je pense aussi que la formation professionnelle, l'AFPT, est quelque chose qui marche plutôt pas mal. C'est que les gens qui sortent de là sont employables, ils trouvent des boulots, et c'est des gens qui sont plutôt bien formés en général. Je pense qu'il faut. Je vous parlais tout à l'heure de toutes les taxes que l'on paye. On en paye une qui est la taxe pour la formation professionnelle. J'ai l'impression que c'est une de celles qui est les mieux utilisées dans notre pays. Et je pense que si on peut continuer à renforcer ce volet-là, c'est un plus, mais former des gens qui sont employables pour des besoins qui sont nécessaires. Tout à l'heure, on parlait du tourisme tout à l'heure. C'est aujourd'hui, quand on va manger dans un restaurant, on est mal servi, quel que soit le restaurant, quasiment. C'est pas normal. Dans un pays de touristique comme le nôtre, on devrait avoir des gens qui sont formés au métier de la restauration, et quand vous êtes bien servi, vous payez des bons pourboires, et c'est des gens qui gagnent bien leur vie. Enfin, bien leur vie, toute chose étant égale par ailleurs, évidemment. Mais effectivement, je pense que c'est une nécessité de former les gens. Et puis un autre point qu'on n'a pas abordé, c'est effectivement quand on prend l'ascenseur, c'est souvent pour aller en haut, parce qu'on a envie d'aller en haut. Aujourd'hui, est-ce que vraiment les jeunes ont envie d'aller en haut quand ils voient que l'État ne leur donne pas forcément l'exemple, avec 47 professeurs absents quotidiennement, quand on voit peut-être pas souvent assez de réussite, qu'on parle pas assez de réussite? Il faut parler davantage de réussite, de modèles de réussite aujourd'hui dans notre pays, à Mindiouri? Oui, c'est important. C'est important de mettre en avant des modèles de réussite économique. De montrer aux jeunes qui nous écoutent qu'il y a des gens qui ont réussi, qui sont partis de rien, et qui, à la force de leur poignet, de leurs compétences, ont réussi à se hisser au sommet. C'est important de montrer ce type de modèle. Faut aller en haut, très haut, mais est-ce que toutes les conditions sont réunies? Parce que vous disiez tout à l'heure, 2% des jeunes, des fils d'ouvriers de classes défavorisées qui arrivent au statut de cadre. Voilà, 2% des fils d'ouvriers ont une chance de devenir cadre ou chef d'entreprise. Smaïl Septi. Pour aider, aujourd'hui, il y a des plafonds de verre. Les gens qui essayent de prendre l'ascenseur social ont des plafonds de verre qui les empêchent de monter, et je pense que les programmes de mentoring peuvent aider des gens à casser ces plafonds et les aider à passer des étages qui sont bloquants. Je voudrais juste mettre aussi en perspective quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas de fiscalité sur l'héritage, et aujourd'hui, c'est un des meilleurs moyens de redistribution. C'est quelque chose qui n'existe pas dans notre pays, et il faut se demander s'il n'y a pas aujourd'hui une possibilité de redistribuer les richesses comme ça. Oui, voilà, c'est ça aussi. Pour aller en haut, c'est parce qu'on en a envie, donc il faut retravailler aussi sur le modèle de développement des richesses, redistribution des richesses, une véritable justice économique aussi. C'est des éléments qui permettent de vouloir aller en haut et de contribuer à la hauteur de son pays. Bien sûr, et tout le monde a envie d'aller en haut. C'est seulement, est-ce qu'on a les moyens d'y arriver? Est-ce que on a les éléments pour y arriver? L'école est un élément pour permettre aux jeunes d'avancer, de réaliser leurs rêves.
Et aujourd'hui, c'est pas le cas aujourd'hui. Non, je suis d'accord. Amine Diori, responsable PME chez Inforisk, mais petit entrepreneur digital expert. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. À très bientôt dans un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Vous restez avec nous dans un instant. Votre émission citoyenne, les experts atlantiques. Vous connaissez le numéro de téléphone, c'est le 05 22 95 36 70, 05 22 95 36 70. Tout de suite, le point info en langue arabe avec